Je vous présente une des plus classiques qui s'appelle l'illusion du mur de café, qui était un café de la ville d'Oxford fréquenté par des psychologues de la perception, dont Richard Gregory, dans lequel les carreaux blancs et noirs étaient disposés comme ça. Et vous voyez bien qu'il s'agit de lignes parallèles. Et en même temps, il y a quelque chose qui vous dit, lorsque vous observez l'image, que les barres ne sont pas parallèles. Vous avez vraiment cette contradiction dans la perception. Et là, on voit que le cerveau peut, en quelque sorte, avoir une contradiction avec lui-même et avoir deux interprétations possibles dont il n'arrive pas vraiment à faire le tri. C'est-à-dire, rationnellement, vous pouvez vous dire que ce sont bien des lignes parallèles et en même temps, vous ne voyez pas des lignes parallèles. Donc vous pouvez avoir déjà en vous-même deux interprétations possibles de la même chose. Ensuite, voilà une autre illusion qui est assez extraordinaire d'un collègue japonais qui vous montre deux lunes, une lune jaune et une lune bleue. En fait, ces deux lunes sont absolument identiques de la même couleur. Si j'enlève ce qui est autour des lunes, vous voyez que les taches sont absolument identiques. Vous avez une tache bleue ici, une tache bleue ici, une bande jaune ici, etc. Et si je remets le contour, vous voyez à nouveau une lune jaune et une lune bleue. Donc vous voyez que quand vous essayez de percevoir un objet, vous ne pouvez pas ne pas prendre en compte ce qu'il y a autour de cet objet pour comprendre ce qu'est cet objet et pour extraire cet objet. Vous avez ensuite des illusions qui fonctionnent plus ou moins bien. Si vous déplacez ce regard sur cette image, alors de temps en temps elle saute, mais ce qui est important, c'est que lorsque vous déplacez votre regard sur cette image, ça crée du mouvement. Alors qu'il n'y a pas de mouvement sur l'image. Ça marche ? Même au fond, ça va là-haut ? Ok. Donc votre cerveau voit des choses qui n'existent pas. Ici, votre cerveau voit des tas de mouvements en rotation. Alors qu'en fait, il n'y a que des mouvements linéaires. Si vous suivez un seul de ces points, vous verrez que chaque point fait un mouvement parfaitement linéaire. Il n'y a aucun mouvement circulaire. Et pourtant, vous voyez tout tourner. Et puis, il y a aussi des choses qui sont devant nous et qu'on ne voit pas. Par exemple, sur cette image, j'imagine que beaucoup d'entre vous voient des cadres carrés et que très peu d'entre vous voient des ronds. En réalité, il y a autant de ronds que de carrés sur cette image. Est-ce que ceux qui voient des ronds peuvent lever la main, que j'ai une idée de quel est le pourcentage ? Un petit quart. Il y a autant de ronds que de carrés. Entre chaque rectangle, vous avez un cercle. Pourquoi votre cerveau ne voit pas ces cercles ? Parce que face à cette image, il crée une interprétation tridimensionnelle de cadres qui seraient en relief. Et si c'était effectivement en relief, il n'y aurait pas de cercle. Ça veut dire qu'à votre insu, le cerveau interprète cette image en 3 dimensions et du coup prend la décision de voir des rectangles et de ne pas voir les cercles qui sont aussi nombreux que les carrés, que les rectangles. Un autre exemple de choses que vous ne voyez pas, c'est le charme de cette jeune femme qui vous semble vous adresser un superbe sourire. Et si vous regardez bien ce qui se passe, en réalité, elle fait une grimace terrible. Mais lorsque vous la voyez à l'envers, vous la voyez toujours sourire. Alors que vous avez vu qu'en réalité, elle fait une terrible grimace. Un autre exemple de quelque chose que vous ne voyez peut-être pas, je remercie ceux qui connaissent déjà cette illusion de ne pas en parler à voix haute. Il y a sur cette image quelque chose au centre que vous ne voyez pas et qui est extrêmement saillant une fois que vous l'avez vu. Qui voit un objet ? D'accord, 1 personne, 3 personnes, 4 personnes, pas grand monde. Alors, est-ce que certains d'entre vous voient un espèce de gravier au milieu des murs de briques ? Alors, il ne s'agit pas du tout d'un gravier. Il s'agit de la cendre d'un cigare. Est-ce que vous voyez le cigare ? Combien d'entre vous voient le cigare ? La moitié, même pas ? Un tiers ? Alors, je vais vous le montrer. Voici le cigare. Vous voyez tous le cigare. Maintenant, si je vous remets l'image de départ, combien arrivez-vous à voir le gravier encore ? Non, c'est plus possible. Vous voyez un cigare. Et donc, en fonction de ce que vous avez vu, vous ne voyez plus la même chose. Votre cerveau est un organe historique qui se modifie à chaque instant en fonction des interactions que vous avez avec le monde. Le cerveau se modifie lui-même.
Et ça veut dire que le monde va modifier le cerveau, et le cerveau va modifier la façon avec laquelle il perçoit le monde. En permanence. Vous ne verrez plus jamais de gravier dans ce mur. C'est dommage, parce que c'était amusant de chercher un objet qu'il fallait voir. C'est un petit peu comme le magicien qui a dévoilé son truc, ben voilà, ça n'a plus d'intérêt. Sur cette image-là, il va y avoir une quantité de choses importantes qui vont se passer sous vos yeux sans que vous les voyiez. Alors il faut que je m'assure que j'arrive à déclencher la vidéo. Voilà. Vous regardez cette image, 30 secondes, il se passe des dizaines de choses que vous ne voyez pas. Est-ce que certains d'entre vous voient des choses? Oui? Qu'est-ce que vous avez vu? Alors oui, on va avoir un petit peu du mal à parler tous en même temps. Ce que je vais faire, peut-être, c'est vous montrer l'image telle qu'elle était au début. Regardez bien, et là, d'un coup, ça va vous sauter aux yeux tout ce qui a changé sur cette image. Regardez, la fin de l'image, c'est ça, et voilà comment elle était au début. Non, effectivement, ça fait un gros changement. Voilà comment elle était au début. Donc, voilà comment elle est au début. Et voilà comment elle est à la fin. Je vous remets le début. Je vous remets la fin. Il n'y a plus grand-chose à part la voiture qui reste sur cette image. OK? Alors pourquoi vous ne l'avez pas vue? Parce que les changements étaient faits de façon progressive et que si vous n'avez pas gardé votre regard tout le long sur la mer Mitron ici, qui s'est transformée en pâtisserie ou l'inverse, je ne sais plus, vous ne pouvez pas le percevoir parce que ça se fait progressivement. Et comme vous cherchez à tout prix des choses qui vont changer un petit peu partout, du coup, vous ratez tous les changements qui peuvent se passer. Donc, notre cerveau a ce qu'on appelle une cécité au changement. Il y a des tas de choses qui peuvent changer dans notre environnement qu'on ne peut pas voir. Et donc, au terme de cet apéritif illusoire, ce que je voudrais vous partager avec vous, c'est cette citation d'un grand spécialiste de la... Ah ben, j'ai pas mis son nom, mais c'est pas grave. D'un grand spécialiste des illusions qui dit qu'en fait, le concept d'illusion est un non-sens. Parce que, de toute façon, on ne voit jamais la réalité. Donc, il n'y a pas d'illusion. Il y a juste des façons de voir le monde. C'est vraiment difficile comme concept à se représenter, parce qu'on nous voit partout dans les journaux, dans les magazines. Le cerveau nous trompe lorsqu'il s'agit d'illusion, mais pas du tout. Le cerveau essaie le mieux qu'il peut, à chaque instant, de nous montrer la réalité, d'interpréter la réalité. Et en fait, il y a des moments où ça correspond plus ou moins. Mais le concept lui-même d'illusion n'a pas de sens. Et on verra des tas d'exemples dans lesquels on voit qu'en fait, les illusions nous permettent à la fois de révéler la complexité des mécanismes de notre système perceptif et de notre cerveau qui sont mis au service de l'interprétation du monde. Et on verra aussi que sans ces illusions, l'espèce humaine n'aurait pas survécu sur la Terre. Vous comprendrez mieux tout à l'heure. Alors les illusions, très souvent, elles sont représentées en 2 dimensions. Et Magritte, cette peinture de Magritte que vous connaissez bien, et qui dit « ceci n'est pas une pipe », est tout à fait vrai, puisque ça n'est pas une pipe, c'est une peinture de pipe. On est d'accord là-dessus. Mais en même temps, tout le monde voit une pipe. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce n'est pas une pipe? Donc ça interroge sur le rapport qu'on a entre l'image, la représentation et la réalité. Et puis, on peut aussi aller vers des illusions qui ne sont plus des illusions de peinture, mais qui sont des objets en 3 dimensions. Alors là, c'est beaucoup plus percutant, parce qu'un objet en 3 dimensions, il est réellement devant nous. Comment on fait pour faire face à cet objet et se dire si cet objet existe réellement ou pas? Vous avez ici 2 exemples. Vous avez une chaise, à gauche, qui paraît tout à fait possible, telle qu'elle est. Elle a l'air normale, cette chaise. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et vous avez un objet fabriqué par Frédéric au laboratoire qui ne semble pas possible. La géométrie de cet objet n'est pas possible. Et pourtant, il existe, il est fabriqué en bois, en 3 dimensions, devant vous. Donc vous voyez qu'un objet peut paraître réel ou pas. Celui-ci, il a l'air impossible, mais pourtant, il est réel, il existe. Et cette chaise, en fait, n'est pas du tout une chaise. Enfin, elle n'est pas du tout telle que vous la voyez. Regardez ce qu'elle est en réalité. Regardez comment s'assoit la personne sur la chaise. Ce n'est pas la chaise que vous croyez. Donc en fait, il y a des choses... Voilà, voilà la chaise, la solution de la chaise. Une chaise fabriquée pour vous donner l'illusion qu'elle est tournée d'un côté alors qu'elle est tournée de l'autre côté.
Voilà une autre chaise qu'on avait présentée au musée il y a 2 ans, dans laquelle vous allez voir qu'on peut la traverser facilement. Et pourtant, c'est une chaise. Vous aurez la solution de cette image tout à l'heure. Et puis, une autre illusion fabuleuse. Le grand spécialiste mondial de ces illusions en 3 dimensions, c'est le professeur Sugihara de l'université Meiji de Tokyo, qui fabrique des illusions absolument extraordinaires. Vous voyez tous un pont ici, et en fait, ce pont, il a la propriété d'attirer les objets vers le haut. Il est fabriqué en carton, on met des billes en bois, et les billes en bois vont s'accumuler en haut de ce pont. Et que vous les mettiez d'un côté ou de l'autre du pont, il se produit la même chose, les billes montent irrésistiblement vers le sommet du pont. Est-ce que je vous donne la solution ou pas? Allez, je ne vous donne pas la solution, ça sera plus marrant. Voilà un autre objet fabriqué par mon collègue Sugihara, qui est une flèche, qui n'a qu'une direction possible. Vous pouvez la retourner, elle reste tournée de la même façon. Alors, je vais essayer de vous la montrer en vrai. Voilà la flèche. Vous la voyez? Elle pointe dans quelle direction pour vous, là? Par là-bas. Et si je la retourne? Toujours du même côté. Ça marche pour tout le monde? Donc, il n'y a qu'une seule direction possible pour cette flèche. Et pourtant, c'est un objet réel qui est devant vous, en bois. Et donc, beaucoup plus que des illusions de peinture ou des choses comme ça, lorsque vous êtes confronté à des objets réels qui semblent impossibles, provoque un espèce de choc pour votre cerveau de vous dire mais c'est pas possible. Là, je le vois et en même temps, je le vois pas. Comment c'est possible? Ça va interroger beaucoup plus le cerveau et donc ça va beaucoup plus favoriser votre ouverture, le questionnement et ça va vous permettre de prendre conscience des limites de votre perception. Donc vous pouvez dire c'est une chaise évidemment, ou vous pouvez dire aussi apprendre à dire maintenant, à partir d'aujourd'hui, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est une chaise. À partir de maintenant, je vous engage à dire à chaque fois que vous voyez une chaise, de mon point de vue, de là où je me trouve, j'ai l'impression que c'est une chaise. Vous serez sûr de ne jamais vous tromper. Voilà d'autres illusions développées par Sugihara. Hop. Voilà. Alors, vous avez ici un miroir, derrière, et il vient positionner des objets qu'il a fabriqués. Et lorsqu'il retourne l'objet, vous voyez que l'objet et son image dans le miroir ne sont pas vraiment en coïncidence. Et il a fabriqué des tas d'objets de ce type-là qui permettent de remettre en cause complètement notre perception. Vous voyez, il en a toute une collection. Vous avez des ronds dans des carrés qui sont des carrés dans des ronds. Vous avez une série de carrés qui sont une série de cercles. Vous avez 2 carrés qui sont liés, qui deviennent 2 ronds distincts, etc., etc. Ce magicien, qui est en fait un mathématicien spécialiste de géométrie, est capable de tout. Et il a gagné plusieurs fois le premier prix du concours de l'illusion qui a lieu mondialement. Et on utilise fréquemment ces objets, nous, aussi au laboratoire. Donc vous voyez cet objet-là, qui est celui que vous venez de voir. Et lorsqu'ils sont éclairés d'une certaine façon, vous pouvez constater que l'objet, lorsque vous voyez des carrés, a une ombre qui est faite de ronds, et réciproquement, un objet fait de ronds peut avoir une ombre carrée. Et donc c'est particulièrement perturbant pour la perception d'être confronté à ces objets réels qui sont vraiment devant vous et qui semblent pas possibles, quoi. Et donc, de la même façon qu'on a dit pour les chaises tout à l'heure, vous pouvez dire ce sont des cercles, évidemment, ou vous pouvez dire de mon point de vue, j'ai l'impression que ce sont des carrés. D'accord? Donc, apprendre à prendre de la distance entre qu'est-ce que vous voyez et qu'est-ce qu'il y a réellement dans le monde. C'est quelque chose qui est souvent utilisé avec une image de la pomme. Est-ce que la pomme, elle est verte ou est-ce que la pomme est rouge? Et en fait, vous pouvez avoir un pommier et quelqu'un qui est sur le versant sud du pommier ou sur le versant nord du pommier, qui a l'impression que les pommes sont mûres, il faut aller les cueillir, et l'autre qui dit, ben non, elles sont toutes vertes, c'est vraiment pas le moment d'aller cueillir les pommes. Et en fait, vous avez des pommes qui peuvent avoir 2 couleurs, bien sûr. Vous avez une face rouge, une face jaune, c'est une banalité. On est souvent confronté à ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Si vous êtes en désaccord avec quelqu'un sur la couleur d'une pomme, vous pouvez en conclure que l'autre est daltonien. Vous pouvez dire, tu as tort, tu te trompes. Moi, j'ai raison, je la vois, je sais qu'elle est jaune, ou je sais qu'elle est verte. Ou bien, vous pouvez choisir de dire, ah bon, tu la vois verte, c'est intéressant. Et vous voyez tout de suite qu'on peut être dans une position de fermeture ou d'ouverture en fonction de l'attitude qu'on a par rapport à la perception de la réalité. Si je crois que je perçois la réalité, que j'ai raison, alors l'autre a tort, c'est inéluctable. Et à partir de là, on peut avoir n'importe quel conflit, n'importe quelle guerre, etc.
Moi, c'est une image de mon collègue Rémi Rebourg qui illustre parfaitement ça. Vous avez un objet ici, c'est dommage, il n'y a pas de 6 là sur... Ça aurait été bien. Si vous pouvez trouver un 6 la prochaine fois, il va falloir attendre 2026, ça va être long. Vous pouvez vous disputer à perte de vue pour savoir si c'est un 9 ou un 6, lors du moment que vous avez deux points de vue différents sur le même objet. Qui a raison, qui a tort? Qui est capable de prendre un peu de perspective et se dire, mais je comprends que de ton point de vue, tu vois un 6, et de mon point de vue, c'est un 9. Et donc, à partir de là, on peut essayer de discuter ensemble sur qu'est-ce que c'est que cet objet. Voilà. Alors, une grande question qui se pose dans le domaine de la perception, c'est comment notre cerveau, comment notre système perceptif crée l'information. Qu'est-ce qu'il utilise pour extraire du sens de ces images que je vous ai montrées au début, de villes, de vaches, etc. Et en gros, ce que je vais vous montrer, c'est que le cerveau a deux stratégies particulières. D'une part, d'utiliser le contexte spatial, d'autre part, d'utiliser le contexte temporel. En gros, l'espace et le temps, tout ce qu'on a à notre disposition. Vous avez par exemple ici ces deux cercles et ces deux bouts verts. Vous voyez bien que les deux cercles sont de la même couleur et que les deux bouts verts sont de la même couleur. Il n'y a aucun trucage. J'amène cette moitié de visage ici et cette moitié de visage là. Les yeux ne sont plus de la même couleur et les deux moitiés de la bouche ne sont plus de la même couleur. Et si je fais rejoindre les deux bouts de la bouche, ils redeviennent de la même couleur. On peut vous faire croire les couleurs qu'on veut. Lorsqu'on maîtrise le domaine des illusions, il n'y a plus de couleur. Parce que la couleur ne dépend que de ce qu'il y a autour en termes de contexte spatial. On verra encore d'autres exemples. C'est la même chose pour juger de la taille des objets. Ici, vous avez une série de bonhommes de neige qui sont tous de la même taille. Et si j'ajoute un contexte, ici, vous voyez très bien que le bonhomme de neige est 2 fois plus gros que le bonhomme de neige du haut est 2 fois plus gros que le petit bonhomme de neige d'en bas. Pourquoi? Parce que votre cerveau ne peut pas s'empêcher d'utiliser le contexte spatial pour interpréter cette image et donc en déduire que si celui-ci a la même taille que celui-ci sur ma rétine, ça veut dire qu'il est plus gros. Alors qu'en fait, vous avez vu dès le départ que ces bonhommes de neige étaient tous de la même taille et que vous ne pouvez pas vous empêcher d'utiliser le contexte de cette image pour arriver à les revoir de la même taille. Parce que c'est automatique pour votre cerveau d'utiliser ce contexte pour reconstruire une troisième dimension, parce qu'en permanence, on doit vivre dans un monde en 3 dimensions. Et c'est pour ça que c'est très facile sur une image en 2 dimensions de fabriquer des illusions en 3 dimensions. On peut jouer à ça dans un autre musée de Lyon, avec la même personne qui peut être positionnée à un endroit donné, au fond. Ensuite, on prend cette image, on l'amène devant. Et puis, en fonction de comment on positionne la personne, on voit très bien les distorsions de taille qui peuvent se produire. Alors qu'en fait, on n'est pas choqué lorsqu'on a les bonnes tailles, mais si on ramène la personne de devant derrière, ou si on ramène la petite taille derrière, on perd complètement le sens de la taille. Tout ça parce que votre cerveau ne peut pas s'empêcher d'utiliser le contexte de l'image pour juger de la profondeur. C'est vrai aussi pour les couleurs. C'est vrai aussi pour la luminance. Par exemple, ici, vous avez sur cette image 3 barres, vertes, violettes et bleues, qui sont exactement de la même couleur du début de la gauche à la droite. Ce qui change dans cette image, ce n'est que la couleur du fond qui va du sombre vers le clair. Les bandes, elles, sont exactement de la même couleur. Mais votre cerveau est pris par le contexte, c'est-à-dire que cette partie-là est entourée de sombre, donc on la voit plus claire, cette partie-là est entourée de clair, donc on la voit plus sombre. Donc encore une fois, du contraste lié à l'utilisation du contexte spatial, c'est exactement ce qu'il y avait sur cette image de tout à l'heure que je vous ai présentée pendant l'apéro. Un autre exemple d'utilisation du contexte spatial, c'est cette illusion de contraste de taille dans laquelle le cercle vert ici apparaît plus gros que le cercle bleu. Vous voyez tous le cercle vert plus gros que le cercle bleu, c'est une image très classique. Hein. Si je déplace le cercle vert maintenant, vous voyez qu'il est exactement de la même taille que le cercle bleu. Pourquoi? Parce que c'est encore une histoire de contraste. Le cercle vert est entouré de petits cercles, le cercle bleu est entouré de grands cercles. Et donc, vous jugez, vous interprétez la taille de cet objet par contraste en utilisant le contexte spatial. Et vous ne pouvez pas empêcher votre système perceptif de le faire, même lorsque vous savez que les deux objets sont de la même taille.